Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on est censé les aimer de manière inconditionnelle, nos mères, et réciproquement. Et pourtant, parfois, ça coince, ça irrite, ça gratte, ça dérape. On plonge aujourd'hui dans les mystères de cette relation si singulière avec le philosophe Maxime Rovère. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche de cette quotidienne est une anti-sèche nouvelle formule depuis le début de l'année 2025. On réveille notre culture générale cette semaine en partenariat avec les ANBD. Thème Histoire de l'éducation. Question du jour, en quelle année la mixité fut-elle imposée? Chaque terme compte, c'est le mot imposé qui compte ici. En quelle année la mixité fut-elle imposée? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Jean-Yves Segui. Et puis enfin, rendez-vous comme chaque semaine avec notre diététicienne et nutritionniste Sandra Ferreira sur son plateau repas plein de légumineuses. Il faut dire qu'elles ont tout bientôt leur journée internationale. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Maxime Rovère, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, ravi de vous accueillir. Vous publiez chez Flammarion « Parler avec sa mère ». Le titre a l'air tout simple. L'essai l'est moins, il est exigeant, il est touffu et vous nous invitez à mieux comprendre nos relations avec nos mères. On va essayer de décoder tout ça dans la demi-heure qui vient. C'est un livre qui est né, si j'ai bien compris, d'une conversation téléphonique avec votre mère. Oui, c'est ça. J'ai lu ça dans un entretien que vous avez donné. Il y a eu une circonstance un peu curieuse, c'est-à-dire je suis allé écouter une conférence sur l'écologie qui portait précisément sur les abeilles. Et juste après, j'ai eu ma mère au téléphone, et puis elle n'écoutait pas vraiment ce que je disais, ça ne l'intéressait pas. Oh, j'ai eu un sentiment d'incompréhension totale. Et pendant que je marchais en rentrant chez moi, je me suis dit, il y a un rapport. Il y a un rapport entre la disparition des abeilles et la difficulté de parler avec sa mère. Et au moment d'arriver chez moi, j'avais la solution. Le rapport, c'est la notion de système. Pourquoi ? Parce qu'une famille, c'est un système. Et évidemment, la planète Terre, on nous l'explique, c'est un écosystème. Si vous ne comprenez pas le lien, c'est parce qu'en fait, vous n'identifiez pas votre relation avec votre maman comme étant inscrite dans un grand cycle qui est celui de la vie et de la mort. Et donc, avec la relation à la mère, on peut interroger l'écologie d'une nouvelle façon, et inversement, avec l'écologie, on peut regarder sa mère d'une autre façon. Donc ça marche dans les deux sens. Et c'est ce que vous faites dans l'ouvrage. Comment se peut-il que la même personne qui a pu tout comprendre à une époque ne comprenne plus rien maintenant? La même personne étant votre mère. Ça aussi, c'est quelque chose, une question qu'on s'est tous posée, je pense, un jour ou l'autre. Oui, c'est curieux. En fait, vieillissant, on s'est rendu compte que sur certains trucs, ça ne passe plus, quoi. Ça vient du fait qu'on en attend beaucoup, justement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est parce que si la mère a été la génitrice de l'enfant, les deux corps ont été physiquement reliés. Pourquoi est-ce qu'on parle de langue maternelle ? C'est parce qu'en fait, cette langue maternelle est celle qui s'appuie sur un langage non verbal qui, au départ, était très matériel. C'était un lien physique entre le bébé et sa génitrice. Et puis, en grandissant, le bébé, évidemment, s'émancipe, essaye de parler le langage de la mère, sauf que là, il se heurte à la barrière de l'individualité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec sa mère, plus qu'avec son père, qui n'est pas un corps qui a été confondu avec le nôtre, qui est toujours dans une relation d'objet. Donc avec sa mère, on a cette difficulté particulière qu'il y a une confusion des identités. Il fut un temps où le bébé n'identifiait pas sa mère comme extérieure à elle et où la mère a porté le bébé comme intérieur à elle. Donc de cette confusion reste cette question qu'on ne cesse de se poser les unes aux autres. Qui sommes-nous l'une pour l'autre ? En quoi est-ce que tu es ma mère aujourd'hui, puisque tu n'as plus besoin de me porter, de me nourrir, etc. Et en quoi es-tu encore mon enfant ? Et pourquoi pouvons-nous être fiers ou avoir honte l'un de l'autre ? Quand vous dites de me porter, de me nourrir, la langue maternelle, vous commencez à lister un certain nombre de ces fonctions maternelles que vous décrivez dans l'ouvrage. Vous le posez dès le début. Vous dites une mère, en fait, c'est plein de personnes à la fois. C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on dit ma mère, on a tendance à identifier un seul individu. Et tout le propos du livre... Et c'est un seul individu dans la vraie vie, mais c'est plein de fonctions. Si on approche la notion de mère à partir des fonctions, on s'aperçoit que, ah non, peut-être que la mère s'est répartie entre plusieurs individus. Et c'est là qu'on commence à ouvrir la question de la famille et qu'on s'aperçoit que les questions de présence maternelle, en fait, peuvent être prises en charge par toutes sortes de personnes de bonne volonté. Donc la spécificité de la maman diminue un peu, on la recontextualise et vous allez voir que ça va produire des effets de soulagement puisqu'on va attendre moins de notre mère ou on va attendre moins de soi quand on est mère et qu'on veut prendre soin de ses enfants parce qu'on s'aperçoit que ces fameuses fonctions maternelles sont prises en charge par toutes sortes de choses. À commencer par le père. Par le père, il s'agit notamment des fonctions juridiques, oui, en fait, la responsabilité, la dimension symbolique, ils ont plein de fonctions communes quand même. Bien sûr. En fait, on pourrait même dire que le père est une mère parmi d'autres.
C'est-à-dire qu'il remplit les fonctions maternelles. Pas mal non plus. Ouais. Le père est une mère parmi d'autres. Ça fait réfléchir parce qu'au fond, ça signifie que la maternité a tendance à attribuer à une seule femme un certain nombre de fonctions. Non, d'abord, ces fonctions sont communes avec le père. Ensuite, être une bonne mère, c'est en fait ce que nous cherchons à être les uns pour les autres. Simplement, on ne peut pas être vraiment la maman de quelqu'un d'autre. On peut, en revanche, accorder une qualité de présence maternelle. Et cette qualité de présence maternelle, c'est celle qu'en fait la famille a pour fonction de faire circuler entre les membres d'une petite communauté, une petite tribu. En tout cas, quand on arrive, si je vous ai bien lu sur cette terre, hein, on arrive avec une dette assez incommensurable vis-à-vis de cette mère, pour le coup, génitrice, celle qui nous a portés. Comment pourrait-on rendre la vie à la personne qui nous l'a donnée? C'est-à-dire qu'elle va nous demander un certain nombre de choses, affectives ou autres, mais beaucoup affectives, et enfin, j'allais dire forcément. Et possiblement, elle sera déçue de ce qu'on va lui renvoyer. De toute façon, on ne peut jamais rembourser tout ça. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que ce n'est pas une dette impossible à rendre qui crée la culpabilité. C'est dans l'autre sens. C'est parce qu'on fabrique de la culpabilité qu'on en vient à l'impression de dette. Alors, pourquoi je dis qu'il y a... Pour le dire de manière super simple, hein, j'ai mal parlé à ma mère, je me sens coupable... Et du coup, je me dis, ah bah oui, mais c'est logique, de toute façon, je pourrais jamais lui rendre, exactement. Oui, voilà. Je pourrais jamais lui rendre. Et non pas l'inverse, et non pas au début, de toute façon, je pourrais jamais lui rendre, et je culpabilise parce que j'ai mal parlé. Pourquoi? Parce que quand on donne par amour, on ne demande rien en échange, c'est ça. Pour commencer. Ensuite, si vous réfléchissez à la notion même de vie, la vie, ça ne vient pas de votre mère, ni même de l'union du père et de la mère. La vie, c'est beaucoup plus large que ça. La vie, c'est cosmique. C'est-à-dire que c'est le processus d'une espèce qui est en cours de régénération, puisque le principe de la génération, c'est que l'espèce change les individus qui meurent progressivement par d'autres individus qui naissent progressivement. Et ce mécanisme qu'en fait on a tendance à oublier quand on pense à sa propre mère, est en fait ce qui régit en profondeur nos rapports. Donc la question de la dette, elle est totalement, évacuée par le fait que si on s'inscrit dans un développement plus large de la vie, en fait, nous sommes tous les enfants du milieu, et pas du tout. On est liés les uns aux autres, mais comme une fille qui fait naître une fille, ou un fils qui font naître une fille ou un fils, et ainsi de suite, fille ou fils de ce que j'appelle le cosmos, c'est-à-dire pas du tout les étoiles et les planètes, mais plutôt le cosmos au sens des pythagoriciens, qui sont des philosophes grecs, et qui ont inventé ce terme de cosmos pour désigner ce qu'ils appellent l'harmonie de l'illimité et de la limite, pour faire simple, quelque chose qui est un principe d'organisation de l'existence. Et c'est vrai qu'un être vivant, c'est de l'existence organisée, et ça ne vient pas seulement d'une maman, ça vient de tout l'univers. Ce qui n'empêche pas que cette maman, de temps en temps, elle nous énerve. Et c'est vrai. Derrière une mère casse-pied, il y a nécessairement une femme à qui l'on casse les pieds. Là, je me suis dit, on va du côté de la psychanalyse quasiment. Enfin, bon, ouais. Et aussi de la sociologie. Alors vous êtes connu notamment pour ça, pour vous intéresser beaucoup à la socio et pour mettre beaucoup de sociaux dans votre philo. Voilà, j'essaie de faire se rencontrer les sciences humaines et même les sciences dures, parce que je mobilise aussi beaucoup de concepts de physique pour essayer d'éclairer des choses simples, mais qui nous semblent difficiles dans le quotidien. Et typiquement, cette question de l'irritation et de ces mères intrusives ou de ces mères trop aimantes, qui sont l'inverse des mères peut-être désinvoltes et absentes. En tout cas, toutes ces variations autour de la figure idéale d'une mère. Winnicott avait une meilleure expression, c'est la mère suffisamment bonne. Bien sûr. Bien. Alors, Winnicott, on va quand même rappeler psychologue anglais, années 50. Oui, mais qui est aussi peut-être le plus grand pédiatre de l'histoire, au sens où il a su mettre la science un cran en dessous de la pratique réelle des mères, hein, vraiment avec une grande modestie. Et en gros, soit qu'on soit une mère absente, soit qu'on soit une mère intrusive, ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas de la manière dont on vit la maternité, ça vient plus probablement de la manière dont on vit la féminité. De la socio, de la psycho, des sciences dures, de la littérature aussi, puisque quasiment chaque chapitre, si je ne me trompe, s'ouvre par un extrait de texte. Vous parliez à l'instant des mères un tout petit peu intrusives. De mémoire, vous citez celle de Romain Gary dans La promesse de l'aube, qui est quand même un modèle du genre. Maxime Rovère parlait avec sa mère, c'est chez Flammarion, et on se retrouve dans quelques instants, après avoir répondu à notre question de culture G du jour, à savoir de quand date la mixité scolaire. L'anti-sèche, Jean-Yves Segui.
Anti-Sèche, nouvelle formule en cette année 2025. On teste notre culture générale en partenariat cette semaine avec les arènes BD. Le thème, l'histoire de l'éducation. Et la question du jour, en quelle année la mixité fut-elle imposée? Jean-Yves Segui, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence émérite en sciences de l'éducation à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, membre du laboratoire ECP Éducation, Culture et Politique. Alors, il faut vraiment chaque mot compte. En quelle année la mixité fut-elle imposée? Imposée, c'est finalement assez récent. Et c'est assez récent, la date, 1975. C'est la réforme Haby. C'est la réforme Haby. C'est pas le pan le plus connu d'ailleurs, parce que le pan le plus connu, c'est le collège unique. Voilà. Et là, on parle de mixité. On dit que le principe de mixité s'impose dans tous les établissements scolaires publics, de la maternelle à l'universitaire, à l'enseignement supérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant. Alors voilà, c'est... Comme très souvent, quand une loi se met en place, elle ne fait qu'entériner ou concrétiser des expériences, des tentatives. Et là, il y avait eu avant des tentatives de mixité qui datent d'assez longtemps. Alors, pas si longtemps, on reste au XXe siècle. Non, encore au XIXe, il y a eu des tentatives. Mais premièrement, par exemple, pour des raisons d'obligation. Après les guerres, des enfants ne sont pas nés, puisque les pères étaient à la guerre. Les enfants ne sont pas nés, on a des classes creuses, ce qu'on appelle des classes creuses, et bien on est, plutôt que de fermer des écoles, on va regrouper, et donc on a pu avoir des regroupements de garçons et de filles. Mais il y a aussi des choix qui sont faits. Par exemple, on parlait au 19e et au début du 20e de coéducation. On éduque ensemble les garçons et les filles, et on a par exemple l'expérience de l'internat de Sampuy, porté par Paul Robin. CEM-PUIS. Voilà, ouais. CEM-PUIS. Paul Robin, grand pédagogue. Grand pédagogue, libertaire, qui, là, cette fois-ci, de manière raisonnée, réfléchie, dit il faut que les garçons et les filles puissent être éduqués ensemble. On a, dans tout le courant de l'éducation nouvelle, on valorise cette idée d'une mixité. On a par exemple... Donc là, on est tournant 19e, 20e siècle. 19e, 20e siècle. Et même un peu plus tard, on a par exemple Marie-Thérèse Morette, qui est la directrice de l'École internationale de Genève, qui dit il faut la mixité, puisqu'il faut suivre la nature. Et comme dans une famille, il y a des garçons et des filles, et bien, il faut qu'on fasse la même chose à l'école. Et puis, plus étonnant, aux USA, aux États-Unis, au début du XXe siècle, c'est rapporté dans le dictionnaire de Ferdinand Buisson de 1911. Il dit, regardez, aux États-Unis, il y a des États dans lesquels il y a la mixité. Et vous savez pour quelle raison? On disait, il vaut mieux que les garçons et les filles se rencontrent à l'école plutôt que sous les lumières éblouissantes des salles de bal. Là, dans l'école, on contrôlait mieux les choses. Donc voilà, la mixité, c'est une construction progressive. C'est une longue histoire. Je tire le fil de cette notion de contrôle. Vous consacrez dans toute votre incroyable histoire de l'éducation à chaque grande étape un chapitre entier aux filles. Autant dire qu'au début, il n'y a pas beaucoup de pages, parce que les filles et l'école, ça a mis du temps. Et le contrôle des femmes dans l'espace public, par la religion, par la société, c'est un contrôle qui très souvent les a éloignées de l'école. Alors il y a quelques grandes figures, il y a Christine de Pizan, etc., mais quand même, globalement, on s'en est méfié. On s'en est méfié, tout à fait. Si on éduque ou on instruit les filles, c'est pour qu'elles deviennent de bonnes mères de famille, de bonnes épouses ou de religieuses. Donc il y a vraiment cette idée qui est très prégnante, avec des questions qui sont, par exemple au Moyen-Âge, des questions qui sont étonnantes. On se pose la question, doit-on apprendre à lire aux filles ? Et il y a des débats à l'époque. Il y a un débat au XIIIe siècle, par exemple, entre Vincent de Beauvais et Philippe de Novare. Philippe de Beauvais dit « Ah ben oui !» faut qu'on leur apprenne à lire parce que ça va leur éviter les mauvaises pensées et repousser les voluptés de la chair et de la vanité. Et puis on a Philippe de Novare qui dit... Ah ouais, exactement. Voilà. Et il y a Philippe de Novare qui dit non. Non, justement, alors c'est intéressant, l'argument c'est non, sauf si elles veulent devenir religieuses, parce que sinon, elles pourraient lire les billets d'amour que leur adressent les hommes. Donc voilà, on a ce débat. Tadam. Alors, c'était le Moyen-Âge, mais juste une chose, il y a un ouvrage passionnant de Titiou Lecoq qui montre que, cela dit, au Moyen-Âge, les femmes ont eu finalement une place plus importante que ce qu'on a pensé, en particulier, ils exerçaient des métiers qu'on considère habituellement comme étant masculins. On avait des orphavresses, des enlumineuresses, ou des chevaleresses même. Donc voilà, c'est toujours
intéressant et compliqué de montrer la manière dont la place de la femme dans l'éducation et dans la société tout au long de l'histoire. Et une grande écrivaine qui était Christine de Pisan. Merci beaucoup, cher Jean-Yves. On se retrouve demain pour en savoir plus. Évidemment, vous feuilletez et vous lisez, même pas vous feuilletez, vous lisez, vous apprenez par cœur cette incroyable histoire de l'éducation qui est sortie aux arènes BD, au pinceau Eva Rollin, au texte Jean-Yves Segui, de la préhistoire à aujourd'hui, à l'école et dans les familles. Superbe voyage dans l'histoire de l'éducation. Et demain, on répondra à la question suivante. Comment s'appelait en 2000, n'importe quoi, comment s'appelait en 1943 les bons points que l'on donnait aux élèves méritants? Voilà, on est en 43, on donne des bons points aux élèves méritants. Comment on appelle ça à l'époque? Et bien vous le saurez demain. Grand oral, la suite. Maxime Rovère, on dit souvent que l'amour d'une mère est total et imprescriptible. En fait, vous nous expliquez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les sentiments sont ambivalents. Oui, c'est-à-dire qu'on a tendance à survaloriser l'amour comme quelque chose d'exclusivement positif. Pas exactement. Dans l'amour, il y a de l'attachement. Dans l'attachement, il y a la tentation du contrôle. Et bien sûr, puisqu'il y a ce rapport d'identité très complexe entre mère et enfant, en vrai dire entre parents et enfants, ça c'est pas spécifique à la mère. Et bien du coup, évidemment qu'il y a la tentation du contrôle dans les deux sens, parce qu'il faut aussi penser que la mère c'est celle qui vieillit pendant qu'on est adulte, qui va peut-être devenir dépendante, et on voit des effets de contrôle se retourner de l'enfant vers le parent de manière très brutale. Dans ce contexte-là, comment faire? Eh bien en fait, il faut repenser l'amour autrement, c'est-à-dire qu'il faut penser l'amour comme un lien qui nous unit de manière confuse, de manière ambivalente, vous l'avez dit, et qui suppose en fait que nous entrions dans une posture qui n'est pas du tout celle ni de la plainte permanente, ni de l'acceptation absolue, mais plutôt d'un certain travail. Et ce travail, c'est celui que j'ai désigné par un terme qui paraît comme ça simple, mais qui en fait est une véritable dynamique, c'est cette certaine qualité de présence maternelle. Celle qui fait que quelqu'un qui tombe est relevé, que quelqu'un qui est triste est consolé, que quelqu'un qui a peur est réconforté. Dans toutes ces attitudes qui sont des attitudes en fait de soins, on reconnaît évidemment la figure d'une mère rêvée, et le propos du livre est de dire ne rêvez pas de cette mère, ne vous plaignez pas de ne pas l'avoir eue, soyez là. Manifestez cette qualité de présence, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez parent ou pas, l'important c'est qu'en fait la naissance des petits humains est destiné à faire en sorte de réparer des choses. Vous savez tous que les familles, disons, charrient des difficultés qui ont traversé les générations. On a tous tendance à s'en plaindre, on a tous tendance à penser « Pourquoi suis-je né dans cette famille où il y a tant de problèmes ?» Non, c'est parce qu'il y a des problèmes dans votre famille qu'un système interactionnel très complexe a eu besoin de s'incarner dans un petit terminal organique qui est vous. Ce terminal organique, il a pour fonction de régénérer la présence maternelle pour faire en sorte d'apaiser ces problèmes. En parlant de famille, vous dites aussi, alors c'est pas vous le dites pas comme ça, mais on pourrait quasiment le dire comme ça, qu'on ne naît pas famille, qu'on le devient. Non, ça vous le dites d'ailleurs, vous directement. Je dis pas ça comme ça, mais je pourrais l'avoir dit. Oui, voilà, pas loin. Vous me donnez de bonnes idées. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, Je l'ai compris comme ça, en tout cas. On a tendance à penser la famille comme un organigramme déjà existant, oui, voilà, où le petit nouveau-né viendrait s'inscrire. Et où la mère, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, aurait une place figée et intangible. En fait, il faut bien voir deux choses. D'abord, une famille, c'est une réalité dynamique que l'on construit progressivement. Ça veut dire que ce sont des rapports d'intimité qui dépendent de moments partagés et donc d'éléments extérieurs extrêmement fragiles. Ça veut dire, s'il pleut, que vous passez un mauvais moment, vous allez associer ce mauvais moment à votre cousin, du coup, vous allez moins aimer votre cousin. Donc, mais en revanche, si vous bénéficiez d'une forêt et que vous faites des promenades en forêt, du coup, vous allez partager. Voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire que la forêt fait partie de la famille. Le littoral fait partie de la famille. Notre expérience sensible fait partie de la famille. Exactement. Et donc, progressivement, vous allez apprendre à identifier comme faisant partie de la famille des éléments qui sont non humains et qui vont permettre de repenser justement le soin qu'on doit à sa famille d'une manière beaucoup plus vaste. Famille au sein desquelles il y a parfois des conflits. Toujours. Et là, vous dites, j'espère ne pas me tromper, une famille sans conflit est une famille qui ne vit pas. Exactement. Voilà. Ça en fait, penser à Tolstoï aussi, les familles heureuses n'ont pas d'histoire ou citation du même genre. Il faut même être plus radical, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'histoire, c'est-à-dire de mauvaises histoires, des souffrances, des non-dits, et parfois des drames et des tragédies, je veux dire des viols, des incestes, des choses très graves, bien, les familles sont une structure qui sont faites pour que ces chocs ne soient pas vécus
à échelle individuelle, parce que certaines individualités en seraient totalement détruites, mais soient accueillies, absorbées et reconnues comme telles pour que enfin la souffrance soit évacuée. Et vous dites même que c'est ce qui finalement nous unit le plus au sein d'une famille. Nos failles communes sont parfois ce qui nous unit le plus. Oui, ça nous unit parce que ça nous tient solidaires les uns des autres. La difficulté étant évidemment de ne pas devenir le martyr de sa famille, mais de trouver la juste distance. Là encore, c'est un travail, c'est-à-dire qu'on ne la trouve pas une fois pour toutes. C'est plutôt, vous sentez que vous pouvez vous rapprocher, vous sentez que vous pouvez faire du bien. J'insiste, par la seule présence, il ne s'agit pas de faire changer les gens, il s'agit d'apporter une qualité de présence maternelle. Si vous pouvez faire du bien, faites-le. Si vous sentez que ça vous fait du mal, ça n'est pas le but. Donc à nouveau, retrouvez la distance. Et c'est en définitive dans ce jeu de rapprochement et de distance que se fait la dynamique familiale. Et de diplomatie. La diplomatie, en fait, c'est pas du tout une métaphore. C'est l'idée que la mère, c'est-à-dire l'individu que nous appelons maman, n'est pas tout de la mère. Elle joue des rôles maternels, On a dit au début. mais elle s'inscrit dans de vastes mouvements qui ont commencé bien avant elle et qui continueront bien après nous. Vous suivez dans le livre nos relations possibles avec nos mères tout au long de la vie, vous l'avez un tout petit peu mentionné à l'instant, et notamment vous vous attaquez à la question de la vieillesse, du moment où la vieillesse s'invite dans la relation et de ce moment où il y a cette inversion possible. Pour autant, dites-vous, on ne cesse jamais d'être l'enfant de sa mère, même quand elle devient fragile. Oui, en fait, j'essaye de lutter contre une perception que j'appelle le déclinisme, c'est-à-dire au fond, la vieillesse serait un naufrage, et en particulier l'entrée dans ce grand âge où l'on devient dépendant serait encore plus triste. Et j'essaye de montrer qu'en réalité, non seulement nos très vieilles mères ont quelque chose à nous apprendre, mais en plus nous ferions bien de l'apprendre un petit peu en amont. Qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre ? Un autre rapport à la vie. Quel est ce rapport ? C'est un rapport qui dépend moins du langage, qui dépend moins des normes sociales, et c'est vrai qu'elles vont mettre les mains dans la purée et des choses comme ça. En revanche, il y a quelque chose que nous avons perdu en entrant dans le langage, mais que les nourrissons connaissent, et qui est en fait la joie d'interaction qu'on appelle en psychanalyse archaïque, parce qu'elles sont antérieures à l'acquisition du langage, et qui permettent tout aussi bien de communiquer avec des humains que d'être en contact, je dirais, dans ce contact émerveillé, qui est celui des nourrissons qui découvrent. Eh bien, en fait, les vieilles personnes redécouvrent en quelque sorte l'expérience, et c'est en étant attentifs à ce qu'elles nous montrent que nous-mêmes, nous pouvons être plus en lien avec nos propres corps, avec elles et avec le monde extérieur. C'est une nouvelle manière de vivre. Ouais, non sans avoir fait le deuil quand même de ce qu'a pu être ou ne pas être une relation plus gorgée de sens, plus gorgée de langage. Mots, de langage, voilà, d'échanges, de dialogue, parce qu'à un moment donné... Voilà, mais on ne fait le deuil triste du langage que si l'on ne comprend pas ce qu'on gagne en explorant les nouveaux territoires. Donc c'est ça, lutter contre le déclinisme, c'est accepter que la mère vieillissante a encore de merveilleuses choses à vivre et à nous apprendre. Maxime Rovère, philosophe, Parler avec sa mère, ça vient de sortir, c'est aux éditions Flammarion. Maxime, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Vous restez avec nous, on va passer à vous disiez les mains dans la purée, on va mettre les mains dans les légumineuses, ça vous dit ? Avec plaisir. Allez, c'est le jour du plateau repas, c'est Cantoche aujourd'hui dans la quotidienne. Sandra Ferreira. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. La journée internationale des légumineuses, et oui, ça existe, ce sera dans quelques jours, le 10 février. C'est quand même les Nations Unies qui ont fixé cette date. On va donc réviser, vous nous en avez déjà parlé au fil de vos chroniques. C'est très important, les légumineuses. C'est quoi une légumineuse ? C'est très important, et c'est important de faire un petit rappel. Alors, c'est pas un légume au sens propre, mais ce sont des graines qui sont issues de plantes. Donc, on est quand même un peu dans cette famille qui est plutôt pas mal. Les plus populaires, vous les connaissez, les lentilles, mais on a aussi les pois chiches, les haricots secs, les fèves, les pois cassés et même le soja. Et quand je parle de soja, je parle des graines de soja parce qu'on confond souvent avec le haricot mongo qui est du soja germé. Mais on y reviendra d'ailleurs, on fera peut-être une chronique là-dessus. Alors, ce qui est superbe avec les légumineuses, c'est que c'est très très riche en nutriments, Emmanuel. Et les nutriments, c'est important. Eh oui. Alors, ce qu'il y a dedans sont surtout des protéines, les protéines végétales, qui sont des protéines très bonnes pour la santé, mais surtout qui sont plus abordables que la viande. C'est important de se le rappeler. C'est pour ça qu'il y a cette journée aussi qui permet de rappeler que c'est pas très cher à utiliser au quotidien et que c'est bon pour la santé. Les légumineuses, ça contient aussi des fibres. Les fibres, c'est essentiel pour le transit et très important pour la satiété, pour la prévention des cancers colorectaux, entre autres aussi. Et les légumineuses, c'est plein de minéraux. On a du fer, du magnésium, du potassium, tout ça c'est important pour le fonctionnement de notre corps. Ça contient du fer, certes, comme je viens de le dire,
Mais pour qu'il soit bien absorbé, ce fer qui permet justement aux globules rouges de bien fonctionner avec la fixation de l'oxygène, eh bien sachez que c'est important de manger vos légumineuses avec une source de vitamine C. C'est-à-dire que quand on mange un plat de lentilles, ça vaut le coup qu'il y ait en dessert une orange ou en tout cas un fruit qui serait riche en vitamine C. Ça permet l'absorption de ce fer puisque c'est un fer végétal et qu'il est moins bien absorbé qu'un fer animal. Nos légumineuses, comment les cuisiner? Alors, on les cuisine, soupe, salade, curry de légumineuses. De façon, surtout. Plein de manières. Donc, vos enfants... Vous n'avez pas une petite recette à nous proposer? Si. Allez. J'ai failli la ramener, Emmanuel. Non. Ah oui, un curry de pois chiches express. Alors, on se concentre. Vous le faites pour combien de personnes? Je le fais pour 4 personnes. Ok. Là, vous prenez 2 oignons, un oignon, et 2 gousses d'ail. Vous émincez tout ça. C'est assez simple, en fait. Dans une poêle, vous allez faire chauffer de l'huile d'olive. On va aller très simplement. Ouais. Vous avez émincé vos... J'aime bien quand vous faites le... Oui, on comprend. Il me faut. Voilà. Ce sont mes origines médicales. Maxime nous fait la découpe. On est une super équipe. J'ai commis, allez-y. Alors, là, moi, j'émince. Là, super. Moi, je mets l'huile d'olive dans génial. Moi, j'ai versé l'huile d'abord. Je récupère, super. On fait revenir un petit peu. C'est génial. On va ajouter un peu de curry en poudre. Rajoutez, s'il vous plaît. Un peu de curry en poudre. Là, on est bon. Et on va rajouter, parce que moi, je veux des choses pratiques. On a pris une conserve de pois chiches. Je vous fais même pas cuire les pois chiches. La conserve, vous la videz. Et vous. Mais moi, j'adhère parce qu'en fait, la différence, y compris gustative, entre le pois chiche en conserve et celui qu'on s'est fait soi-même pendant 3 plombes. Elle est minime. À l'aveugle, sur un pois chiche, oui. Sur un pois chiche lambda. Voilà, sur un pois chiche lambda. On met les pois chiches, et on va verser du lait de coco. Versez-moi le lait de coco, s'il vous plaît, à peu près 400 ml. Et là, on laisse mijoter. Et on a notre curry. Combien de temps je laisse mijoter? On laisse mijoter 30 minutes environ. Génial. Et là, c'est super, c'est nourrissant. Et les enfants aiment beaucoup. Et vous savez pas ce que je vous ai fait, moi, pendant ce temps? Un petit riz basmati. Ah, oui, parce que c'est parfait avec. C'est très, très bonne idée. Vous avez des petites astuces pour consommer tout ça au quotidien? Alors, au quotidien, parce que souvent, ça fait peur. Ça fait vite, ce que vous avez. Oui, là, c'était rapide, mais souvent, ça fait peur. On se dit, je sais pas comment faire, les enfants vont pas aimer. Les lentilles, on n'y pense pas forcément, on n'est pas obligé de faire lentilles saucisses. Surtout que vous connaissez mon avis sur les saucisses. Pas moi, je me retiens depuis tout à l'heure. Et bien les lentilles, vous les mettez dans n'importe quelle salade. En fait, salade composée, on peut mettre des lentilles, on peut mettre les fameux pois chiches aussi. Vous pouvez faire des burgers végétariens, c'est-à-dire que vous prenez, ça me demanderait de vous expliquer encore la recette, mais très rapidement, des pois chiches par exemple ou des haricots rouges qu'on écrase avec des oignons, de l'ail, une sorte de steak, une galette avec un œuf, et hop, on a des burgers végétariens. Les enfants, ils peuvent s'amuser à mélanger tout ça avec les mains. C'est super drôle. On utilise les pois cassés pour faire des soupes bien réconfortantes pour l'hiver là, parce que un petit peu de lard là-dedans, c'est succulent. Tout petit peu, oui, un petit peu quand même pour le goût. Et des houmous maison. Les houmous, donc c'est les pois chiches avec. On peut customiser. On peut customiser. À la betterave, tout ça, non, on peut pas faire ça. On peut faire. Mais là, je suis pas sûre que les enfants soient adeptes de ça. Mais pourquoi pas pour les adultes? Mais encore une fois, mon discours, c'est de faire goûter aux enfants. Donc, d'essayer des choses, d'innover. Je crois que j'ai pas mal innové à travers les chroniques. Vous avez goûté pas mal de choses. Donc, on peut cuisiner. On les oublie pas, ces légumineuses, parce que elles sont pas chères, elles sont bonnes pour la santé. Et les enfants, ça permet de varier leur alimentation. Et que demande le peuple? Et en plus, ils ont leur journée internationale grâce aux Nations Unies le 10 février. Sandra, merci beaucoup. Merci. Maxime, merci beaucoup. Vous êtes un gars de sauce absolument extraordinaire. En plus que d'être un philosophe lumineux, Maxime Robert parlait avec sa mère. C'est chez Flammarion, pendant que ça mijote pendant une demi-heure. Vous avez le temps. Allez, en une demi-heure, je pense qu'on lit un chapitre à peu près. Tranquillement. C'est le tarif. C'est le tarif. Sandra, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage. Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux.